Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Florence Voluet, je travaille à l'ASDER, je suis conseillère énergie et je suis référente sur le photovoltaïque au sein de notre structure. On a attendu quelques minutes supplémentaires pour les retardataires, mais par respect pour ceux qui sont à l'heure, je vous propose de démarrer cette conférence. Alors, tout d'abord, je vais arrêter ce partage d'écran, comme ça vous allez voir ma tête normalement. Ah ben non, je ne sais pas comment on fait. Je vais passer tout de suite la parole donc cette conférence fait partie du programme d'animation de votre territoire Cœur de Savoie et je vais passer la parole à Charlotte ou Bénédicte, je ne sais pas si elles ont réussi à se connecter pour vous présenter les actions près de chez vous. Alors, par contre, il faut peut-être que je mette le son. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, alors moi c'est bon, je Oui, t'entends, je ne sais pas les Donc autres. bonsoir à tous, je suis Charlotte Picaert, je travaille au sein de la communauté de communes Cœur de Savoie au service Habitat et Rénovation énergétique à travers le programme GECO-Rénov', peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un dispositif en fait d'aide financière à la rénovation énergétique qui est issu de certaines démarches territoire à énergie positive et plan climat. L'objectif, il est simple, c'est réduire la consommation énergétique de vos habitations. C'est un programme qui est en partenariat avec France Rénov' et qui complète les aides financières dont vous avez certainement entendu parler. L'objectif de ce dispositif, c'est de favoriser la rénovation globale et performante. Voilà pour les actions principales de GECO-Rénov'. Nous avons également un programme européen qui s'appelle Sun for All, qui est en partenariat avec l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, dont la thématique est ce soir. Donc c'est ma collègue Cléa Verdeau qui s'en occupe, dont l'objectif en fait est de faire bénéficier de l'énergie solaire aux ménages en situation de précarité énergétique. On a deux actions à travers ce programme, éco-énergie et une expérimentation également d'autoconsommation collective. Vous allez un peu découvrir ces sujets-là ce soir, donc j'en dis pas plus. Je remercie l'ASDER pour l'organisation de ce webinaire et je vous remercie pour votre attention et nous vous souhaitons un bon webinaire à tous. Je laisse la parole à Florence. Merci. Merci Charlotte. Alors j'ai mis là on est en partage d'écran le site Cœur de Savoie de votre territoire avec la page Amélioration de l'habitat où vous aurez, j'imagine, repris la plupart de ces informations et notamment à droite dans les encadrés verts les différents dossiers pour demander les primes sur le territoire. Donc voilà, c'est accessible sur le web avec toutes les coordonnées et les numéros de téléphone qui vont bien. Merci. Je vous propose du coup de démarrer cette conférence sur le photovoltaïque, donc un sujet qui paraît un peu complexe comme ça, en fait qui est pas si complexe, mais il y a quand même quelques notions essentielles qui sont importantes de bien comprendre. La plupart des choses que je vais dire ce soir sont accessibles sur notre site internet. Alors, je vais essayer de vous remettre de nouveau le partage de connexion. Voilà, non, c'est pas ça. Alors, normalement, vous allez voir en plein écran le dossier photovoltaïque que l'on a réalisé il y a déjà quelques mois de cela. Donc, c'est un 4 pages que vous pouvez télécharger sur notre site internet. Alors, j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Alors, comment ça se fait? Alors, il se trouve que ce soir, on devait être deux.
personnes de laser sur cette conférence, une au chat et à la logistique et moi à la conférence, et l'autre personne est malade, donc je suis toute seule. Alors je ne sais pas si je vais réussir à vous faire les bons partages et tout ce qui va bien, mais tant pis, on va partir comme ça, et puis on verra pour la suite. Donc le dossier de laser, les 4 pages, vous les retrouverez sur notre site internet dans l'onglet documentation, dossier technique, et ça reprendra la plupart des choses qu'on va se dire ce soir. Alors, je dois admettre aussi des gens en même temps dans la salle, donc c'est bon. Alors, pour démarrer cette conférence sur le photovoltaïque, tout d'abord quelques notions assez simples. Le photovoltaïque, les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité, donc des électrons, et ces électrons sont du courant continu, donc pas du courant, pas le même qu'on a sur le réseau et qu'on utilise dans nos appareils quotidiens de la maison. Donc, il va falloir le transformer pour qu'il puisse être compatible avec nos appareils. Ces électrons, on peut en faire plusieurs choses. On peut les utiliser directement, on peut les stocker, on peut les renvoyer dans le réseau public d'électricité également. Ce soir, on va uniquement parler des installations photovoltaïques qui sont connectées sur le réseau public. On ne va pas s'intéresser au stockage d'énergie sur parc batterie. Lorsque vous avez une installation sur votre toit ou chez vous et que vous souhaitez, alors excusez-moi, je suis un peu des fois perturbée parce qu'il faut que j'accepte en même temps des gens sur la conférence et en même temps je regarde. Alors le chat, je ne sais pas si j'arriverai à répondre en même temps aux messages ou à voir les messages en même temps, mais voilà, je vais essayer de faire mon possible. Euh, Donc, ce courant que vous produisez sur votre toit ou chez vous, le plus simple et le plus efficace aujourd'hui, c'est d'utiliser le réseau, donc de connecter vos panneaux photovoltaïques au réseau public d'électricité et d'imaginer, de comprendre que ce réseau public, finalement, c'est une batterie infinie collective. Quand vous produisez et que vous n'avez pas besoin, l'électron repart sur le réseau public. Et quand vous avez besoin, parce que vous ne produisez plus ou que vous n'en avez pas assez avec votre production, et ben c'est le réseau qui complète. Donc on peut voir le réseau comme une batterie infinie collective qui est relativement écologique et qui est pas chère. Euh, donc c'est intéressant pour ça. Si vous décidez de connecter votre installation sur le réseau public, Enedis, le gestionnaire de réseau, euh, va vous autoriser à connecter votre installation avec 4 contrats différents, enfin 4 possibilités différentes. Pour le particulier, il y en a 2 seules et uniques qui sont intéressantes financièrement et viables financièrement. C'est soit vous décidez de vendre la totalité de votre courant sur le réseau, donc c'est l'injection totale de votre courant sur le réseau, ou soit vous décidez de ne vendre que le surplus, c'est-à-dire la part que vous pouvez consommer en direct, vous la consommez, et puis s'il y a du surplus, si vous produisez plus que ce que vous avez besoin, vous pouvez injecter que cette partie-là sur le réseau. Alors, c'est là où ça se complique. Ça, c'est la première chose qu'on vous dit. Mais là où ça se complique, c'est que dans un fil électrique, dans un câble électrique, euh, c'est un peu comme dans un tuyau d'eau. Les électrons ne peuvent pas circuler en même temps dans les deux sens. Donc, je ne peux pas avoir dans un tuyau d'eau et dans un câble électrique une partie des électrons qui vont dans un sens et l'autre partie dans l'autre sens. Ça, c'est une notion assez basique, mais qui est absolument essentielle pour comprendre la vente du surplus, la vente totale et toutes ces choses-là. Alors, ce que je vous propose, je vais faire un petit essai. Je vérifie s'il n'y a personne dans la salle d'attente, toujours. Non, ça a l'air d'être bon. Je vais tenter, parce que j'aime beaucoup quand j'explique des choses, faire des petits gribouillis, faire des petits schémas. Ça m'aide. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais en tout cas, moi, ça m'aide. Donc, je vais sortir le tableau blanc. Je vais essayer de dessiner avec la souris. Alors, si j'espère que vous voyez tous, comme je ne vous entends pas, n'hésitez pas à me dire, à me faire un petit signe, ou à me dire s'il y a un souci. Alors, moi, je vois vos petites souris qui bougent. Donc, voilà, le tableau blanc. Donc, imaginez que vous avez votre, pardon, votre maison.
que je vais représenter ici, qui est connecté sur le réseau public d'électricité. C'est ce que vous avez tous actuellement. Vous avez un câble qui relie votre tableau de la maison. Ça, c'est le tableau électrique de votre maison qui est relié au réseau public d'électricité. Et de ce tableau, vous avez toutes vos consommations électriques qui partent, le frigo, les électroménagers, l'éclairage, le multimédia, éventuellement du chauffage, de l'eau chaude électrique, etc. Sur ce fil, sur ce câble qui vous relie au réseau, vous avez quelque part un compteur. Le compteur, c'est le fameux Linky pour la plupart des gens aujourd'hui, qui permet de compter le courant que vous prenez du réseau. Imaginons que vous installiez des panneaux solaires en toiture, sur votre toit. Voilà, alors excusez-moi pour le dessin, je fais au mieux. Le réseau, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs possibilités pour connecter ces panneaux sur le réseau. Je vais m'arrêter à deux uniquement pour vous, puisque c'est les deux les plus intéressants. C'est soit vous dites que vous vendez la totalité, que vous injectez la totalité de vos électrons dans le réseau, ou soit vous dites que vous injectez que le surplus, c'est ce qu'on appelle l'option autoconsommation. Alors, si j'injecte la totalité, qu'est-ce qui va se passer? À la sortie des panneaux, alors je passe sur tous les organes de sécurité, les différents tableaux, disjoncteurs, l'onduleur qui va transformer le courant en courant compatible. Admettons que du panneau, on sorte directement en courant compatible réseau. Il y a deux possibilités. Soit ces panneaux, je les connecte directement sur le réseau avant le compteur. Dans ces cas-là, le Enedis, le gestionnaire de réseau, viendra vous placer un autre compteur. C'est le compteur de production. CP, je vais l'appeler CP, alors que l'autre, c'est le compteur de consommation, CC. Ce compteur va compter, comme vous voyez, tous les électrons qui sont produits par vos panneaux, toute l'année. Tous, ils vont passer à travers ce compteur et ils vont être comptés par ce compteur comme production. Et puis, ils vont rejoindre le réseau. Ça, c'est la première option, c'est la vente totale. Si vous produisez 3000 kWh par an, le compteur va compter 3000 kWh par an et vous allez vendre ces 3000 kWh par an, la valeur qui est indiquée sur le compteur. L'autre possibilité, alors je la dessine sur le même schéma, mais bien sûr, c'est soit l'une, soit l'autre. Enfin, on peut mettre les deux, hein. Je ne vais pas compliquer les choses. C'est soit l'une, soit l'autre. Donc, la deuxième possibilité, c'est je connecte mes panneaux avant le compteur de consommation que vous avez. Dans ces cas-là, donc des panneaux, on a toujours les électrons qui circulent dans ce sens-là et qui arrivent sur ce nœud-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, ma souris, mais qui arrivent voilà, sur ce nœud ici. Alors, il faut bien comprendre. Admettons qu'à un moment donné, il y a du soleil et que mes panneaux produisent 500 watts de puissance instantanée. Dans la maison, je consomme à ce moment-là, exactement au même moment, je consomme 700 watts. Voilà, c'est pas évident. 700 watts. Dans la vente totale, dans le premier trait que j'ai fait tout à l'heure, les 500 watts passent par le compteur de production, ils sont comptés. Ils arrivent à ce nœud-là, et qu'est-ce qui se passe à ce nœud-là? On dit que dans la maison, il y a besoin de 700 watts. Donc, les 500 watts vont totalement retourner vers la maison, et le réseau va compléter, dans ces cas-là, à hauteur de 200 watts, pour arriver aux 700 de besoin dans la maison. Ça, c'est la vente totale, ce qu'on appelle l'option vente totale ou injection totale. Et dans ces cas-là, le compteur de consommation, lui, il va compter, vous allez toujours acheter 700 watts, sauf que les 700, ils vont venir 500 des panneaux et 200 du réseau. Mais vous allez toujours consommer, votre facture énergétique sera exactement la même dans le cas de la vente totale. Vous allez juste compter tout ce qui est vendu et le vendre sur le réseau. Et vous allez toujours acheter de la même manière votre courant compté sur le réseau. La deuxième option, qui est un petit peu plus compliquée à comprendre, c'est la vente du surplus ou l'option autoconsommation. Donc là, dans cet exemple-là, mes 500 watts en instantané, ils arrivent entre mon compteur et mon tableau. À ce moment-là, dans la maison, j'ai un appel de 700 watts, donc les 500 ne vont pas suffire. Donc dans ces cas-là, le réseau va venir compléter à 200. Oui, mais au niveau du compteur, de votre compteur de consommation, qu'est-ce qui va se passer?
on va avoir que 200 qui va être compté. C'est-à-dire que votre facture d'électricité, dans ces cas-là, va plus être sur ce moment-là, à cet instant-là précis, va plus être de 700 watts, mais va être que de 200 watts. Donc, vous allez avoir une facture moindre. Euh, Par contre, vous n'allez rien revendre, puisque toute l'énergie arrive, vous allez rien revendre. Vous allez juste avoir une facture amoindrie. Admettons maintenant, alors, si je vais trop vite, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne sais pas si vous pouvez, alors ce que je vais faire, autoriser les participants, c'est ça peut-être qu'il faut que je fasse pour que vous puissiez prendre la parole. N'hésitez pas normalement, vous devez pouvoir prendre la parole et ouvrir votre micro si vous avez des questions par rapport à ce schéma. Admettons que maintenant, au lieu de produire 500 watts, j'en produis 1000. Alors, je produis plus que ce que je consomme. Dans la vente totale, je compte 1000 et je reprends toujours mes 700. Ça ne change rien. Je produis plus, je vends plus, mais je consomme toujours la même chose. Dans la vente du surplus ou l'option autoconsommation, je produis 1000, il y en a 700 qui vont dans la maison, mais du coup, je vais avoir un surplus qui va repartir dans le réseau par mon compteur de consommation, le compteur Linky, de 300 watts. Et ce qui est intéressant, c'est que les compteurs Linky peuvent compter dans les deux sens. Donc, ils peuvent compter le courant qui arrive, qui va dans un sens à un moment donné, et le courant qui va dans l'autre sens. Donc, au niveau de votre facturation auprès d'EDF OA d'obligation d'achat solaire à un moment donné, ils verront que dans cette configuration, vous avez des électrons que vous avez renvoyés sur le réseau et qui vont être du coup comptabilisés en vente. Donc ça, c'est pour la vue assez simplifiée de ce qui se passe au niveau des fils, au niveau de, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut imaginer au niveau des tuyaux d'eau, la circulation des flux. C'est plutôt assez simple une fois qu'on a compris ça. Là où ça va se compliquer, c'est qu'en fait, c'est les tarifs qui ne vont pas être les mêmes dans tout ça. C'est-à-dire, quand je vends, alors on va partir sur une petite installation d'une quinzaine de mètres carrés. Couramment, on part en puissance crête. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous donner toutes les définitions, mais une installation de 3 kW crête, une petite installation d'une quinzaine de mètres carrés. Si vous décidez de vendre votre courant produit avec le compteur de production, le réseau vous l'achète environ 24 centimes d'euros. Chaque kilowattheure, alors le kilowattheure c'est une énergie, hein. Là je parlais en watts tout à l'heure, maintenant je parle en kilowattheure, c'est en gros un kilowattheure c'est 1000 watts pendant une heure. Si vous produisez 1000 watts pendant une heure, vous allez avoir un kilowattheure qui va être injecté sur le réseau. Et dans le cas de la vente totale, le réseau vous l'achète 24 centimes. Dans le cas de la vente du surplus, l'option autoconsommation, chaque kilowattheure que vous revendez sur le réseau vous l'achète autour de 13 centimes. Alors, c'est 13 centimes, 39. Alors, je vous passe les petits détails. On va s'arrêter à 13 centimes. Donc, évidemment, quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi on ne vend pas tout notre courant à 24 centimes plutôt que de le vendre qu'à 13? Oui, mais quand vous l'achetez, vous, votre courant, actuellement, alors ça dépend des fournisseurs d'énergie, ça dépend de pas mal de votre abonnement, de la puissance de votre abonnement et de pas mal de choses, mais en général, on va dire qu'aujourd'hui, le courant que vous achetez, lui, il est à 21 centimes d'euros. Donc, c'est certes de vendre l'option vente totale, on m'achète plus cher mon courant, mais par contre, en vente du surplus, en option autoconsommation, chaque kilowattheure que j'utilise en direct, c'est une économie de 21 centimes. Donc c'est là où toute la complexité de la chose, c'est qu'on voit qu'en fait, finalement, ces deux options, vous avez bien compris que pour le réseau, l'une ou l'autre des options, le réseau vous amènera toujours la même quantité de courant. Au nœud du réseau, à ce nœud-là, le fil qui arrive du réseau, il voit exactement la même chose. Vous consommez 700, il vous amène 200 parce que vous produisez 500, peu importe ce que vous avez dit choisi comme contrat. Le réseau voit exactement la même chose. Ça ne change rien pour le réseau. Ce qui peut changer, c'est si vous modifiez vos habitudes par rapport à avant. Mais si vous ne changez aucune habitude, ça ne change rien pour le réseau. Par contre, ce qui change, en effet, c'est tout l'aspect financier. Donc, en fait, si je devais résumer ça, je dirais que finalement, choisir l'une ou l'autre option, c'est
il faut les voir, ces options, comme des vues uniquement administratives et financières, voire philosophiques, parce que on a l'impression qu'en autoconsommation, on autoconsomme son propre courant, c'est ce qu'on nous fait croire. Mais en fait, dans les faits, vous voyez bien que même en vente totale, c'est votre courant qui revient dans la maison. Donc, on autoconsomme toujours son courant. Quelle que soit l'option choisie, on autoconsomme toujours son courant. Donc après, ça revient juste à des vues financières et administratives. Alors administratives parce qu'on n'a pas les mêmes placements de compteurs, on n'a pas les mêmes TURP, les tarifs d'utilisation du réseau à payer, on n'a pas, voilà, on a des choses qui diffèrent un petit peu au niveau administratif, on a des choses qui diffèrent au niveau financier, mais sinon on autoconsomme toujours son courant. Donc quand on est conscient de ça, eh ben, même si on dit qu'on vend tout le courant, il vaut mieux quand même utiliser ces appareils quand il y a du soleil. Parce que chaque appareil qu'on utilise quand il y a du soleil, c'est de l'énergie en moins qui vient du réseau. Donc l'énergie du réseau, on le sait, c'est 70% du nucléaire. Donc avec des problèmes. Donc pour limiter les flux sur le réseau, il vaut mieux toujours autoconsommer son courant, même si on est en option vente totale. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions, parce que c'est vraiment des notions assez complexes et, à mon avis, essentielles pour bien comprendre. Et si, alors je vois dans le chat, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui inscrit des choses. Bon, alors je vais donc poursuivre le déroulé. Je vois rien de spécial, ça a l'air de tout fonctionner. Euh, donc voilà pour les généralités. Et ensuite, bah, choisir l'une ou l'autre option va se résumer à un calcul qu'on va faire, un calcul sur 20 ans, qui va être purement un calcul financier pour savoir euh, quel est le meilleur temps de retour et quel est le meilleur gain que je vais avoir sur 20 ans. Et ce gain va dépendre d'une part de la, la puissance de l'installation photovoltaïque que vous allez choisir, euh, sa taille en fait, euh, sa taille en surface ou en kilowatts crête, hein, c'est proportionnel. Ça va dépendre de votre consommation, si vous êtes gros consommateur, petit consommateur. Et puis, ça va dépendre de votre capacité à autoconsommer, c'est-à-dire de la capacité que vous avez à utiliser les électrons au moment où ils sont produits. C'est-à-dire de décaler vos usages, notamment certains appareils qu'on peut lancer plutôt en milieu de journée quand il y a du soleil, les chauffe-eau, certains électroménagers, pour essayer d'optimiser, d'augmenter ce taux d'autoconsommation. Donc voilà entre guillemets les généralités. Donc nous à l'ASDER, on propose sur rendez-vous bien sûr ce service-là en amenant éventuellement votre taille de toit, votre devis si vous en avez déjà un, vos consommations d'énergie à l'année et vos habitudes de consommation. On regarde tout ça, on essaie d'estimer un taux d'autoconsommation. On passe tout ça dans un petit logiciel. Vous retrouvez le lien de ce logiciel, évaluer votre devis PV sur le petit dossier dont je vous ai parlé au début. Et, euh, et on compare les deux solutions, vu que de toute façon, les solutions, comme j'ai essayé de vous expliquer, c'est uniquement les solutions administratives et financières. Qu'en est-il de l'autonomie? Alors, l'autonomie, certaines personnes confondent autoconsommation, autonomie, c'est pas tout à fait la même chose. En photovoltaïque purement connecté au réseau, on n'est jamais autonome. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de réseau, si le réseau est coupé, soit parce qu'il y a eu du délestage, il y a eu une panne de courant, il y a eu des travaux sur la ligne, il y a eu n'importe quoi, si le réseau est coupé, votre installation va se couper, ne produira plus. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel et c'est obligatoire. C'est-à-dire que quand vous allez demander votre raccordement au réseau auprès d'Enedis, Enedis va vous demander le certificat de l'onduleur qui prouve que l'onduleur a une norme de découplage. Cette norme de découplage, elle dit, s'il n'y a pas de réseau, l'onduleur se coupe, s'arrête. Et tout ça, c'est pour des raisons de sécurité, parce que si on a un, un ouvrier Enedis qui fait des travaux sur la ligne et qui doit couper le jus pour réparer la ligne, il veut bien sûr pas être électrocuté avec les centrales photovoltaïques qui pourraient réinjecter du courant sur la ligne. Donc c'est essentiel que ces onduleurs aient une norme de découplage. Ce qui veut dire qu'en fait, s'il n'y a plus de courant, bah, vous n'avez plus de courant vous non plus.
pour en avoir, il faudrait en effet avoir un système de batterie et passer sur autre chose. Mais investir dans des batteries pour quelques heures de coupure par an, ça se discute aussi. Et puis là, je vous ai dit, comme au début, c'est pas le sujet du tout, le système sur batterie. Ça pourrait faire l'objet éventuellement d'un autre webinaire, mais pour l'instant, on va rester concentré sur la connexion au réseau. Alors, je regarde juste dans le chat. Bonsoir, est-on obligé de revendre son énergie? Alors, ce n'est pas obligé du tout de revendre son énergie. On peut l'autoconsommer et faire le don du surplus, donner le surplus. Ça fait partie d'une des autres options. Alors, quand j'ai parlé au début qu'il y avait 4 options de raccordement, pour détailler un peu plus, il y a la vente totale, il y a la vente de surplus, il y a le don du surplus, donc en effet, où tout le courant qui repart, bah, du coup, on décide euh, de le donner, de ne pas avoir de contrat. Alors ça peut être intéressant dans le cas où on a des très, très, très faibles injections sur le réseau et on ne veut pas s'embêter à faire une facturation pour quelques kilowattheures par an. Et ça, c'est surtout intéressant, alors pas forcément dans une habitation, mais par exemple des bureaux. Des bureaux qui, la nuit, il y a très peu de consommation dans les bureaux, parce que souvent on ne travaille pas la nuit. Par contre, dès le matin, dès que le soleil arrive, les premiers salariés arrivent, commencent à allumer les ordinateurs, parfois les lumières. Au fur et à mesure de la journée, la consommation augmente. Pour le midi, le gros pic avec les micro-ondes, la machine à café, etc. Et puis ça redescend en fin de journée. Donc, on va dire que la cloche de consommation est très liée à la cloche de production dans le tertiaire. Et du coup, on peut se dire qu'on injecte très peu d'électrons. Et dans ces cas-là, on peut se dire qu'on donne le surplus et qu'on ne s'embête pas à faire un contrat d'achat. Euh, on peut aussi, il y a aussi, alors, ça c'est les 3 options du contrat, vente totale, vente de surplus ou don de surplus. Et puis il y a une 4e option, quand on se raccorde au réseau, c'est une convention d'autoconsommation. On n'est pas sur un contrat, on est sur une convention déclarative où on va dire à Enedis, bah voilà, j'ai une installation de telle puissance, je souhaite me raccorder au réseau. Enedis vous autorise, c'est un accord tacite. Par contre, la condition, c'est d'injecter aucun kilowattheure sur le réseau. C'est-à-dire que vous pouvez autoconsommer en direct. Par contre, il faut injecter aucun kilowattheure sur le réseau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait en plus un petit appareil qui va bloquer les électrons supplémentaires que vous produisez pour pas qu'ils aillent sur le réseau. Donc ça, c'est aussi une autre option. Mais aujourd'hui, clairement, les options les plus intéressantes restent quand même la vente totale et la vente du surplus pour le particulier. Alors, est-ce intéressant d'avoir une installation qui ne produit que le bruit de fond de notre habitation? Alors, le bruit de fond, c'est en fait une consommation qu'on a tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a comme consommation qu'on a tout le temps dans une maison? Alors, moi, chez moi, bon, je ne sais pas vous, mais j'ai la VMC qui tourne tout le temps. La box, alors, elle se coupe la nuit, mais il y a toujours une petite veille. Après, on peut avoir les frigos, les congélateurs, il y a une veille aussi alors, ils marchent pas tout le temps, mais il y a toujours une petite veille. On peut avoir comme ça un petit bruit de fond de 50, 100 watts, 300 watts, 500 watts. Ça va dépendre de vos appareils branchés en permanence. Et on peut se dire que, par exemple, si j'ai un bruit de fond de 400 watts en permanence, je suis sûre que j'ai toujours 400 watts parce que j'ai un aquarium et qu'il y a une pompe dans l'aquarium qui tourne tout le temps, parce que j'ai ceci, cela, voilà, que j'ai un bruit de fond tout le temps de minimum 500 watts. Vous pouvez très bien dire, je prends un panneau qui fait 500 watts de puissance au maximum, ça veut dire qu'il sera jamais au-dessus de 500 watts, mais il sera souvent en dessous, bien sûr. Et dans ces cas-là, toute la production du panneau est totalement absorbée par votre habitation. Donc, il n'y a aucune réinjection sur le réseau. Dans ces cas-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il vaut mieux passer sur une convention d'autoconsommation parce que vous êtes sûr d'injecter aucun kilowattheure dans le réseau. Et en effet, ça, c'est très, très rentable parce qu'un panneau plus un micro-onduleur, ça coûte vraiment pas grand-chose. Pour 200, 300, 400 euros, ça marche dans la maison. Et dans ces cas-là, en plus, on vous autorise, alors je vais compléter mon schéma, admettons qu'on mette un petit panneau, alors évidemment, il n'a pas la même orientation que l'autre, un tout petit panneau comme ça, pour couvrir le bruit de fond, et que l'on connecte dans ces cas-là dans une prise de la maison ou quand même plus proprement directement au tableau comme ça. Euh, un panneau, en fait, sorti d'un panneau avec un micro-onduleur, vous avez un câble, une prise comme une prise de courant chez vous, hein. Donc, si vous branchez sur votre prise de courant, c'est comme si vous mettez de l'eau dans votre circuit d'eau de la maison. Donc cette eau, bah, forcément, s'il y a une consommation à un moment donné dans votre tableau, ça va aller au plus près, ça va d'abord alimenter ici, et puis s'il y a du surplus, ça va repartir. Si vous mettez un petit panneau qui couvre juste le bruit de fond, dans ces cas-là, ça repartira jamais et ça restera pour votre maison. Ça, c'est très, très rentable. On a des temps de retour sur quelques années, donc pourquoi pas. Il faut quand même le déclarer au réseau. Dès que vous vous connectez au réseau, il faut le déclarer et il faut avoir la norme de découplage. Ça, c'est toujours obligatoire.
Euh, alors, je vais poursuivre puisque je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Euh, alors, j'aime pas trop parler de ça parce que je suis pas du tout dans la finance. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai tendance à dire que le photovoltaïque, il faut le voir comme un placement financier. Puisque ça peut répondre légèrement aux besoins de la maison en direct, mais c'est pas là l'essentiel. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le photovoltaïque, ça reste un placement, c'est-à-dire que vous avez de l'argent, vous avez 10 000 € sur un livret A, plutôt que de le laisser à la banque et que la banque s'en serve dans des fonds qui produisent éventuellement du CO2, vous décidez de mettre cet argent sur votre toit, c'est 10 000 €. Grosso modo, aujourd'hui, si votre toit est bien orienté, bien incliné, et que vous choisissez la bonne option tarifaire, la bonne option d'injection sur le réseau, vous avez un temps de retour autour de 10 ans. C'est-à-dire que ces 10 000 €, chaque année, vous allez gagner 1 000 €, vous allez retrouver 1 000 € sur votre compte dès la première année. Vous pourrez réabonder votre livret A avec les intérêts. Alors, vous gagnez de l'argent chaque année. Pourquoi? Parce que d'une part, vous vendez tout ou partie du courant, et d'autre part, vous avez aussi une réduction sur votre facture. Donc les deux cumulés font que vous allez gagner 1 000 € par an. 1 000 € par an, au bout de 10 ans, vous avez retrouvé ces 10 000 € de nouveau sur votre livret, vous pouvez toujours les laisser abonder sur votre livret, et puis toutes les années suivantes, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, vous avez, c'est du bénéfice. Euh, donc pour 10 000 € investis, au bout de 10 ans, ces 10 000 € sont revenus sur votre compte, et puis au bout de 20 ans, vous avez gagné plus 10 000 €, 20 000 € au total. Donc, malgré tout, ça, on peut le voir, le photovoltaïque, on peut le voir comme un placement financier intéressant parce qu'il est maîtrisé, il est sur votre toit, il est écologique, plutôt que de laisser l'argent à la banque et de produire du CO2, ben, on le met sur notre toit et on évite d'en produire, puisque quelque part, tout électron qui est mis solaire, qui est mis sur le réseau public, c'est quelque part peut-être, on peut se dire, des électrons avec une autre source d'énergie qui ne sont pas produits. Donc, on peut le voir comme un placement plutôt écologique et très rentable. Alors, du coup, si j'en arrive à parler finances, tout de suite, je vous informe que sur le photovoltaïque, il n'y a pas d'aide financière. Ou alors très peu. Alors quand je dis pas, en effet, il y a très très peu d'aide financière puisque c'est rentable. Donc il n'y a pas de raison que le pouvoir public donne de l'argent pour quelque chose qui va vous rapporter. Il n'y a pas d'aide financière. Quand je dis ça, c'est en même temps vrai, en même temps pas vrai, puisque en fait, l'aide financière qui est énorme aujourd'hui, c'est l'obligation d'achat, c'est-à-dire le fait que l'État, via EDF, mais c'est quand même l'État derrière, qui vous achète ce courant produit. Et c'est ça qui fait que c'est rentable. Alors, le mécanisme est un petit peu différent entre la vente totale et la vente du surplus. La vente totale, quand vous vendez totalement votre courant, le coût d'achat est un centime d'euro par kilowattheure produit sur toute la durée de vie de votre installation. Par contre, en vente du surplus, le tarif est moins important, mais il y a une petite surprime au départ donnée, euh, prime à l'autoconsommation qui est donnée, c'est comme si c'était un bout du tarif d'achat qui était donné en une fois dès le départ. Mais malgré ça, de toute façon, c'est quand même pas forcément plus intéressant l'autoconsommation si ça se calcule vraiment. Euh, voilà pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, soit de vive voix, soit sur le chat. J'essaye de regarder en même temps. Je vous propose, du coup, si vous avez un petit peu compris ces notions-là, un petit quiz pour casser un petit peu les idées reçues. Alors, juste une question, qu'en est-il du coût de raccordement? Donc, le coût de raccordement, quand on est en vente totale, c'est assez variable. Ça peut aller de 300, 400, 500 euros en moyenne, je dirais, parce qu'ils doivent se déplacer pour installer justement ce compteur de production en plus, enfin, un compteur Linky supplémentaire sur votre installation. Donc, il y a le coût de ce déplacement et de ce raccordement supplémentaire. Par contre, en option vente du surplus, il n'y a pas de frais de raccordement parce que le Linky est déjà en place et permet déjà de compter dans les deux sens. Donc, en fait, il n'y a pas de déplacement de technicien. Ce sera automatiquement géré à distance. Par contre, voilà, si on parle juste des coûts, vous aurez quand même le coût, le tarif, donc il y a un coût annuel, tarif d'utilisation du réseau public d'électricité pour avoir le droit de vous connecter et d'utiliser ce réseau comme batterie, entre guillemets. Ce tarif d'utilisation du réseau annuel, il est aux alentours de 10 € quand on est en vente du surplus.
Et quand on est en vente totale, il est autour de 50 euros de mémoire. Faudrait que je vérifie les coûts parce qu'ils sont peut-être un peu augmentés. Alors, peut-on faire de l'auto-installation? C'est possible, mais vous n'aurez pas le droit au tarif d'achat. C'est possible parce qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, l'obligation, toutes les aides financières, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit pour isoler sa maison ou pour installer un poêle à bois, toutes ces aides financières sont liées aujourd'hui à l'obligation de passer par un artisan RGE. Le tarif d'achat est une aide financière indirecte. Le tarif d'achat est une aide financière indirecte, donc on est obligé de passer par un artisan RGE pour poser ses panneaux photovoltaïques si on veut avoir accès à un tarif d'achat. Par contre, si vous décidez de donner le surplus ou de passer en convention d'autoconsommation sans vente de courant, dans ce cas-là, vous pouvez installer vous-même. Vous pouvez complètement installer vous-même les panneaux. Il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra quand même faire passer le consuel parce qu'en général, quand on fait l'installation, quand on passe par un artisan RGE, euh, le consuel enfin, l'artisan s'occupe de faire passer le consuel et en général, il ne passe pas sur toutes les installations. Ils ont des bons consuels, ils passent aléatoirement sur une installation sur 10, donc ça va très très vite et c'est quasi automatique. Donc c'est pas de souci pour vous. Par contre, si vous montez l'installation vous-même et que vous voulez la raccorder au réseau, là, il vous faudra le passage du consuel. Et là, si c'est vous qui avez monté vous-même, ils vont être un petit peu plus regardants. Ils vont passer, c'est sûr, et ils vont être un petit peu plus regardants. Alors, qu'en est-il de la TVA sur l'installation et l'impôt de vente d'électricité du surplus? Alors, la TVA. La TVA est réduite uniquement quand c'est une installation en dessous de 3 kW-crête. La TVA était 10% en dessous de 3 kW-crête, donc en gros 15 mètres carrés. Dès que vous dépassez 3 kW-crête, la TVA est à 20%. Pour ce qui est de l'imposition sur le revenu, la vente de courant est un revenu. C'est un revenu. Comme votre salaire de salariat, enfin comme tout salaire. C'est un revenu et du coup, en France, dès qu'on a un revenu, que ce soit un revenu locatif d'appartement qu'on loue ou de n'importe quoi, on est obligé de déclarer sur sa feuille d'imposition. Ça va être également vrai pour le photovoltaïque, la rente, enfin le gain photovoltaïque. Sauf qu'il y a une tolérance, c'est-à-dire qu'en dessous de 3 kW-crête, vous n'êtes pas obligé de le déclarer. Parce qu'ils considèrent qu'en dessous de 3 kW-crête, ça correspond à votre consommation et il n'y a pas de bénéfice réel sur une installation de 3 kW-crête. Pour vous donner 2-3 ordres de grandeur, 3 kW-crête, 15 mètres carrés, ça produit à peu près en Savoie 3300 kWh par an. 3300 kWh par an, c'est à peu près la consommation moyenne des foyers hors chauffage eau chaude. Entre 3000 et 3500 kWh par an, c'est à peu près la consommation. Donc, on va dire que 3 kW-crête va produire autant que ce que consomme un foyer moyen. Donc, dans ces cas-là, l'État considère que ça répond à votre consommation. Alors, même si c'est pas en même temps, on l'a vu, hein, mais ça répond à votre consommation et que vous ne faites pas du bénéfice là-dessus. Par contre, en effet, si vous mettez 15 kW-crête ou 18 kW-crête et que là, vous avez un gain de 15-20 000, peut-être pas autant, 5-10 000 euros par an, en effet, là, c'est plus vu comme une réelle rente, entre guillemets, et dans ces cas-là, il faut le déclarer. Alors, pas de souci, hein, il y a une ligne au niveau de votre déclaration d'impôt, je ne l'ai plus en tête, mais sur les gains, où il faut juste indiquer bah, la somme que vous a versée EDF chaque année. Euh, et dans ces cas-là, vous avez vous l'ajoutez à votre revenu. Alors, comme c'est des petites sommes, hein, parce que le photovoltaïque aujourd'hui, c'est pas des grosses rentes, entre guillemets, donc ça va peut-être vous rajouter quelques centaines ou milliers d'euros de revenus supplémentaires par an. Il y a peu de chances que ça vous fasse passer une classe énergétique, sachant qu'il y a un abattement de 71% là-dessus. Enfin, voilà. Donc, voilà. Mais en tout cas, il faut le déclarer. Alors, il n'y a pas de support en cours de partage. Je suis désolée, j'avais pas prévu de support, j'avais juste prévu une petite présentation comme ça. Mais sachez, alors je ne sais pas si vous étiez là au début, mais sachez que il y a le dossier photovoltaïque de l'ASDR, les 4 pages, qui, euh, qui vont résumer enfin beaucoup de choses que j'ai dit ce soir. Voilà, vous pourrez l'avoir sous le coude. Alors, il y a un retardataire qui arrive dans la salle d'attente. Voilà. Alors, je vous propose maintenant, parce que l'heure file, un petit, alors, voilà, un petit partage de quelques questions.
Alors, c'est quelques petites cartes pour casser quelques idées reçues sur le photovoltaïque. Voilà, j'espère que vous voyez bien le document. Alors moi, par contre, je ne vous vois plus. Voilà. Alors, la première question, quelle est la durée de vie d'une installation photovoltaïque? Alors, si vous avez un avis à donner, n'hésitez pas à prendre la parole ou à mettre un petit mot dans le chat. Euh, Elle est très longue, la durée de vie d'une installation photovoltaïque. Elle est très longue parce que déjà, les garanties sur le matériel sont très longues. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les panneaux photovoltaïques aujourd'hui, les garanties vont de 15 à 30 ans. Certaines marques de panneaux garantissent leurs panneaux 30 ans en structure et en production. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on a un téléphone portable garanti 2 ans, bah, parfois il lâche à 2 ans et 3 jours, mais euh, parfois il dure quand même 5, 6, 10 ans quand on en prend soin. Donc c'est-à-dire que la durée de garantie est loin d'être la durée de fin de vie. Mais la garantie est déjà très longue, elle est déjà de 30 ans. Elle peut aller jusqu'à 30 ans pour les panneaux photovoltaïques. Alors, pourquoi un panneau photovoltaïque est garanti longtemps? Bah, c'est parce qu'en fait, il y a très très peu d'usure. Euh, Panneau photovoltaïque, il n'y a pas de pièces en mouvement, c'est complètement statique, c'est très résistant, il y a très peu d'usure. La seule chose, c'est que la garantie en production, en fait, elle est donnée sur 30 ans pour un certain pourcentage de production au bout de 30 ans. Donc, par exemple, le fabricant peut donner garantie qu'il y a encore 80% de la production du panneau au bout de 30 ans ou 85% de la production du panneau au bout de 20 ans. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs valeurs comme ça qui sont données. Parce que, en effet, ce qui va se passer, c'est que dans le temps, le panneau photovoltaïque va produire de moins en moins. Il va perdre en moyenne 0,5% par an. Donc, c'est pas énorme, mais c'est quand même une petite perte. Ce qui n'est pas gênant, hein, parce que l'installation, elle sera amortie, et puis on en tient compte dans les calculs hein, quand on fait les amortissements, mais c'est juste à savoir que si vous voulez absolument produire 3300 kWh par an toute la durée de vie de votre installation, peut-être au départ, il faut prendre un panneau de plus pour être sûr d'y arriver, parce qu'il y a cette petite baisse de production dans le temps. Euh, le verre s'opacifie, voilà, il y a des choses qui s'usent malgré tout. Euh, les panneaux sont garantis longtemps. Après, il y a certains organes de l'installation, et notamment les onduleurs, qui, eux, sont un peu plus fragiles et ont une durée de vie un peu plus courte. Mais malgré tout, la garantie est quand même très longue, puisque en général, de base, c'est au moins 5 ans, prolongeable à 10 ans pour les onduleurs centralisés. Et puis maintenant, il y a aussi des micro-onduleurs, donc des plus petits onduleurs, on en met un par panneau, qui là sont garantis 25 ans également. Donc très très bon. C'est-à-dire que si vous prenez du matériel, des onduleurs garantis 25 ans et des panneaux garantis 30 ans, normalement, alors sauf s'ils se sont trompés dans leur garantie, mais normalement, vous êtes tranquille pour un moment, avant que ça tombe en panne. Euh, voilà. Hop, je vous mets un petit peu les réponses. J'aurais dû les mettre avant de me parler, ça aurait été mieux. Vous auriez pu les lire en même temps. Euh, la durée de vie, alors ça, c'est les garanties, hein. La durée de vie, ben oui, elle est plus longue que la garantie. Euh, on ne sait pas exactement encore, parce que finalement, le photovoltaïque, c'est quand même assez récent, malgré tout, hein, en France. La première centrale photovoltaïque a été connectée au réseau en 1992, donc ça fait 31 ans, ça fait déjà quelques années, et elle tourne toujours avec 0,5% de perte de rendement par an. Avant la première centrale connectorisée en France, ben, on avait déjà du photovoltaïque, notamment sur les sites isolés, dans les refuges, sur les bateaux, etc. Alors, c'était des plus vieilles technologies et des panneaux évidemment plus anciens que ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que la durée de vie, elle peut être quand même relativement longue. Je passe à la question d'après. Quel ensoleillement est nécessaire pour que les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité? Alors, l'ensoleillement, contrairement aux panneaux solaires thermiques, l'énergie photovoltaïque a surtout besoin de lumière et pas tant de chaleur. Et au contraire, elle n'a pas besoin de chaleur parce que plus il fait chaud, moins les panneaux produisent. Le rendement des panneaux baisse euh, avec la chaleur. C'est-à-dire que l'été, une belle journée d'été, où il fait très chaud, vous allez moins produire qu'une très belle journée d'hiver avec, en plus, si vous êtes en montagne et que vous avez la neige et l'albédo de la neige qui réfléchit, vous allez beaucoup plus produire en instantané, en watts instantanés, l'hiver que l'été. Alors,
Malgré tout, même s'il faut pas de chaleur, il faut quand même de la lumière. Et bien évidemment, quand le ciel est dégagé, quand il n'y a pas de nuages dans le ciel, on produira évidemment beaucoup plus que s'il y a des nuages. Mais malgré tout, un ciel nuageux, on va produire un petit peu. On va produire un petit peu, voilà. Donc, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois et de vous mettre la réponse en direct. Donc, on produit en direct, on produit par le diffus, donc la lumière qui réfléchit sur les nuages, et on produit par euh, l'albédo, donc la lumière qui réfléchit sur le sol. Et voilà, c'est pour ça qu'en zone de montagne, avec la neige, c'est plutôt intéressant. Combien faut-il de temps pour qu'un panneau photovoltaïque ait produit la quantité d'énergie qu'il a été nécessaire à sa fabrication? Alors, en effet, pour fabriquer un panneau, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie pour fondre le verre, pour fondre l'aluminium, pour fondre les différents éléments assemblés. Et ça, il y a quelques années, on disait entre 1 et 3 ans. Maintenant, ça a encore baissé, et je crois qu'en 1 an, donc c'est-à-dire qu'on pourrait dire que la première année de production du panneau, le panneau rembourse l'énergie qu'il a fallu pour le fabriquer. Et puis les 30 ans derrière, 35, 40 ans, enfin, en tout cas, la durée de vie derrière, c'est du plus. C'est un apport d'énergie supplémentaire. Donc encore une fois, le panneau au niveau bilan énergétique, il est très très intéressant. Euh, voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur le chat, hein, ou lever la main. Quelle surface faut-il pour couvrir mes besoins annuels en électricité? Alors j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, en vous expliquant voilà, qu'un foyer moyen consomme à peu près 3000 à 3500 kWh par an, et que ça peut être à peu près couvert à l'année par 15-20 mètres carrés de toiture, bien orientée, bien inclinée. Après, il faut pas s'arrêter à ça. Il faut pas s'arrêter à ça, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le photovoltaïque est plutôt à voir comme un placement. Donc, euh, la limite qu'on va se fixer, c'est plutôt la limite de notre taille de toit et la limite de notre portefeuille, entre guillemets. Sachant qu'il ne faut pas dépasser 50 mètres carrés, 9 kWh. Euh, c'est l'optimum de production, parce qu'après les tarifs d'achat sont moins intéressants, après on a d'autres contraintes. Donc l'optimum pour le particulier, le temps de retour le plus faible et le placement le plus, entre guillemets, le plus intéressant serait 9 kWh, à peu près 50 mètres carrés, ce qui permet de produire 10 000 kWh par an. Donc déjà une belle production. Mais même si vous en consommez que 3000, mais que vous avez du toit et de l'argent, mettez 9 kWh, mettez 50 mètres carrés, parce que c'est beaucoup plus intéressant financièrement. Et puis, c'est vrai que si le toit est entièrement couvert par des panneaux, après, au niveau esthétique, ça se discute, mais ça peut être plutôt sympa d'avoir un toit homogène couvert de panneaux. Voilà. Comment peut-on consommer la nuit avec du photovoltaïque? Alors, la nuit, on produit pas. Donc la nuit, on va tirer du réseau, forcément. On va tirer sur le réseau, à moins qu'on ait un système de batterie et qu'on ait stocké dans la batterie le jour pour pouvoir déstocker la nuit. Donc ça, encore une fois, je ne vais pas parler de batterie, mais éventuellement, il y a des systèmes aujourd'hui où on propose des petites batteries qui font tampon jour-nuit, qui permettent simplement, ces batteries permettent d'augmenter son taux d'autoconsommation, donc d'augmenter la rentabilité sur l'option vente en autoconsommation. Euh, mais voilà. Mais, oh, pardon. Mais en fait, l'idée, c'est que du coup, tout ce qu'on consommait la nuit avant d'avoir des panneaux photovoltaïques, faut essayer de voir si on peut pas le décaler pour le mettre la journée. Typiquement, le chauffe-eau électrique, on avait l'habitude de l'enclencher la nuit pendant les heures creuses, mais peut-être que si vous avez une installation photovoltaïque connectée au réseau, euh, et d'autant plus en surplus, en vente du surplus, en vente d'autoconsommation, mais peut-être que ça vaudrait le coup de modifier son paramétrage, son horloge, pour que ça démarre plutôt aux alentours de midi. Alors, on peut le démarrer entre 10 heures et 14 heures pour être plus en phase avec l'ensoleillement. Ça peut être une première idée. Après, c'est pareil, les machines à laver le linge, pour certaines personnes, les démarrent la nuit. Ça peut être démarré en journée. On peut décaler comme ça un certain nombre de consommations qu'on avait la nuit pour les mettre plutôt la journée, et pour, encore une fois, augmenter son taux d'autoconsommation. Sachez que voilà, quand vous prenez la nuit, c'est pas de l'énergie solaire. Alors, euh, c'est une énergie, voilà, de réseau, essentiellement nucléaire.
Et encore, comme j'ai dit au début, même si vous êtes en vente totale, hein, c'est vrai aussi, hein, ça changerait rien au niveau tarification, puisque la vente totale et votre consommation, c'est la même chose. Mais c'est toujours intéressant de ne pas prendre 2 kWh sur le réseau d'un point de vue écologique, entre guillemets. Peut-on être autonome avec des panneaux photovoltaïques? Donc c'est pareil, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ben non, on n'est pas autonome, hein. Si on n'a pas de batterie, en tout cas, on n'est pas autonome. Euh, donc voilà, je ne vais pas revenir dessus. Euh, de quoi se composent les panneaux photovoltaïques? Alors, les panneaux photovoltaïques, le mot peut faire peur, et puis on amalgame beaucoup de choses là-dedans, mais en fait, le panneau photovoltaïque, c'est quasiment que des matériaux nobles. En poids, il y a 69%, c'est du verre. C'est lourd, c'est le verre. Le verre, c'est recyclable quasiment à l'infini, avec de l'énergie pour le refondre et le remouler, mais c'est recyclable énormément. L'aluminium, ça c'est pour tout ce qui est l'encadrement du panneau autour du verre, donc 14% en poids. Pareil, l'aluminium, ça se refond, ça se reforme avec de l'énergie. Il y a 13%, c'est des matières plastiques. Alors, les matières plastiques, c'est ce qu'il y a autour des câbles électriques, la boîte de connexion à l'arrière du panneau, un petit peu de polymère pour l'assemblage, etc. 13% en poids, donc c'est pas négligeable. Alors, le plastique, bon, il y a des filières un petit peu pour le recyclage aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une matière qui se recycle moins bien. Le silicium, donc ça, c'est la matière même de la cellule photovoltaïque, le silicium. Alors, c'est très peu en poids, 3%. 3% en poids. Sachez que dans un panneau, alors en 2017, ils ont peut-être encore fait des progrès, mais il fallait 4 grammes de silicium par watt crête. Donc c'est vraiment pas énorme. Le silicium, sachez que c'est tout simplement du sable très très pur. Pour simplifier, c'est du sable très très pur et le sable, c'est le troisième élément de la couche terrestre. Donc il y en a en quantité relativement abondante. Ce qui coûte cher, entre guillemets, dans la fabrication du silicium, c'est la purification du silicium, qu'il soit très pur. Et puis après, la fonte du silicium pour le fabriquer les lingots et puis couper les lingots en fines lamelles. Ou maintenant, on fait même du projeté pour utiliser encore moins de matière. C'est ça qui est le plus compliqué dans le silicium. Le cuivre, 1%, donc ça c'est juste les connexions électriques. Et puis argent ou étain, enfin toutes les matières métalliques, c'est pour les connexions et les conducteurs métalliques. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas de terres rares dans un panneau. Les terres rares, c'est dans les téléphones portables, dans les appareils électroniques, mais pas dans un panneau photovoltaïque, il n'y a que ça. Donc un panneau photovoltaïque, c'est relativement basique et avec quasiment que des matières relativement brutes, nobles. Du coup, c'est ça qui fait que le panneau photovoltaïque, il est recyclable énormément. Donc, plus de 95% aujourd'hui, hein, on peut recycler la plupart des composants du panneau photovoltaïque. Il y a quelques années, il y a 15-20 ans, il y a une usine qui a été montée en Belgique, PV Cycle, alors maintenant qui a été rachetée depuis, qui s'appelle plus comme ça, qui a été en partie financée par tous les fabricants. Ils se sont mis ensemble, ils ont dit on fabrique une usine de recyclage de panneaux. Donc elle existe, cette usine, elle commence à accepter les panneaux. Tous les bancs sont prêts pour accepter le panneau, le démanteler, pour repasser dans les fours, séparer les éléments. Donc la filière de recyclage des panneaux existe. Il y a tous les points de collecte, vous pouvez les trouver sur Internet. Il y a des points de collecte gratuits, il y en a plusieurs en Savoie, sur le bassin chambérien et autour. Vous pouvez amener votre panneau qui est cassé ou qui ne marche plus, vous pouvez l'amener gratuitement dans ces points de collecte et il est directement envoyé dans cette usine en Belgique pour le recyclage. Donc toute la filière est en place pour le recyclage. Quelle surface utiliser pour installer des panneaux photovoltaïques? Alors encore une fois, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc la surface, alors quelle surface? Alors oui, c'était pas tout à fait la même réponse ici. En fait, aujourd'hui, on a énormément de surfaces qui sont disponibles et déjà artificialisées. Donc ça peut être tous les toits et bien évidemment les zones commerciales, toutes ces choses-là où on a voilà, c'est déjà un support qui peut servir à la pose de panneaux photovoltaïques. Donc aujourd'hui, euh, la politique serait de pas forcément utiliser des terres, notamment agricoles, ou en tout cas les limiter. Alors même si aujourd'hui il y a pas mal d'études qui montrent que finalement ça peut améliorer ou profiter à certains rendements agricoles, mais en tout cas l'idée aujourd'hui c'est de profiter déjà des structures en place. Il y a pareil, il y a quelques années, on utilisait même les murs anti-bruit d'autoroute pour mettre des panneaux, enfin des choses comme ça.
pour accueillir tous ces panneaux. Il suffirait de pas beaucoup de surface pour couvrir la consommation annuelle de la France ou bon, de la plupart des pays, hein, si on couvrait tous les éléments disponibles. Sauf que le problème, c'est en effet, c'est qu'on produit le jour et plutôt l'été et pas la nuit et peu l'hiver. Donc c'est un peu ça le problème du photovoltaïque. Mais sinon, au niveau de la surface, on en aurait largement assez pour couvrir nos besoins. En 10 ans, le prix d'une installation photovoltaïque a été divisé par 2, 4 ou 10. Euh, Alors là, c'est même plus que 10 aujourd'hui, hein. Donc, le diaporama, il est pas très vieux, mais je crois qu'aujourd'hui, les prix baissent à une vitesse incroyable. Ne serait-ce qu'en 6 mois, les panneaux photovoltaïques, les panneaux basiques de 400 watts, ils sont passés de 150 euros à 90 euros aujourd'hui. Enfin, ça descend, ça descend, ça descend. Donc aujourd'hui, alors avec l'arrivée, bien sûr, de pas mal de matériel chinois, hein, mais aujourd'hui, le photovoltaïque, il coûte vraiment, vraiment pas cher. Alors, en parlant de coûts, euh, je vous ai dit tout à l'heure que le photovoltaïque était rentable. Donc, méfiance. Méfiance, méfiance, parce que qui dit rentable dit produit qui va attirer les personnes qui veulent s'en mettre une partie dans la poche. Donc, les arnaques sur le photovoltaïque, il y en a énormément, des démarchages sur les salons, par téléphone, etc. Et en fait, le démarchage est très simple. Ils vous disent que ça ne va rien vous coûter parce qu'ils vous vendent un prêt à la consommation associé pour que ça ne vous coûte rien. Alors certes, ça ne va peut-être pas vous coûter grand-chose. En général, ça vous coûte quand même un petit peu, hein. Mais surtout, si ça vous coûte pas, mais ça vous rapporte pas. Alors que le photovoltaïque rapporte en fait. Donc méfiez-vous, méfiez-vous parce que de ce qu'on voit passer sur les offres qui arnaquent, c'est 3 fois le prix des panneaux, enfin des offres réelles en fait. Donc, n'hésitez pas, si vous avez été démarché, alors surtout ne signez rien, rien signer. Et puis, si vous avez été démarché, n'hésitez pas à revenir nous voir et on vous expliquera. Alors, pareil, sur le dossier de l'ASDER, vous verrez, il y a le site QualiPV, là, QualiTENR, qui vous indique les installateurs avec des labels de qualité pour voilà, plutôt aller vers des gens qualifiés. Voilà, je vais m'arrêter là pour le petit diaporama, parce que la dernière diapo est pas très intéressante. Je J'ai à peu près fini l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Ça fait quand même 1 heure, donc je suis ouverte à toutes les questions. N'hésitez pas à prendre le micro, je pense que vous pouvez le faire et à poser vos questions en direct ou les questions dans le chat si besoin. Alors, je vois pas de questions, j'entends pas de questions, donc je pense que tout a été relativement clair. Combien coûte une installation 6 kW crête? Alors 6 kW crête, on est autour de entre 13 et 15 000 euros à peu près. Encore une fois, ça va dépendre de la technologie. Si vous prenez des micro-onduleurs ou des onduleurs centralisés, euh, voilà, ça va dépendre de pas mal de choses. Le PTZ, le prêt à taux zéro, n'est pas possible pour les panneaux photovoltaïques. Donc non, c'est pas possible de demander un éco-prêt à taux zéro. Voilà, bah, je crois qu'on a, non, on a fait le tour pour cette petite présentation. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour faire un point plus personnalisé sur vos projets. Euh, et puis toutes les choses que voilà que j'ai pas eu le temps de détailler. On n'a pas que des fournisseurs chinois, mais pour beaucoup, c'est comme les téléphones portables. Pour beaucoup, les composants viennent quand même d'Asie, pour la plupart, mais il y a quand même des fabricants européens de panneaux, d'onduleurs, avec des éléments qui viennent en partie évidemment d'Asie.
Eh ben, je vous souhaite sur ce une bonne fin de soirée. Merci pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Et faites attention surtout au démarchage. Voilà. Bonne soirée.